Bonjour, nous sommes au 54e Salon de l'Agriculture. C'est votre animal préféré, la vache? Ah non, mon animal préféré, c'est le cheval. Mon animal préféré? Oh, la vache quand même. Ah. Bah oui. Vous demandez c'est quoi votre animal préféré à vous? Le cheval. La vache. Ah. Et le petit cochon aussi. Et c'est J'aime tous les animaux, monsieur. Ah. Moi, c'est les petits veaux, j'adore. C'est les moutons. Il y a le mouton, oui, c'est sympa. C'est la vache. Et le taureau. C'est la vache mobilière. Alors comment vous la trouvez, la fine? Elle est mignonne. Ah ben moi j'aime bien la vache. Au niveau des vaches, c'est les normandes, je dirais. Ben ça, c'est les meilleures vaches. Hein. Elle est Là, très ça belle, l'air. hein. Et meilleure viande aussi. C'est votre vache préférée, ça? Ah ouais, c'est ma vache préférée. Oui, Salers, j'aime bien. Ah. J'aime bien celles qui sont de couleur claire avec des grands yeux comme ça. Elle a un peu la même couleur de cheveux que vous. J'aime bien avec le chapeau. Elle est sympa. Elle hein. est sympa, ouais, elle est sympa. C'est qui votre candidat préféré alors pour les présidentielles? Je réfléchis encore. Ce sera qui votre candidat, vous, madame? Marine. Moi c'est le FN. Il n'y a que eux qui changeront. Et puis un peu de changement, ça ferait du bien quand même. Hein. Entre droite et gauche. On pense quelquefois comme elle, mais on a un peu peur. Alors C'est ça. autant rester raisonnable. Vous avez voté pour qui, vous, alors? Marine Le Pen. Il y a qu'elle pour redresser le pays. Il y a qu'elle. Vous seriez tenté par un vote d'extrême droite, vous? Ah bah, si c'est pas Fillon, bien sûr. Peut-être que au premier tour, je voterai Marine. Et puis au deuxième tour, on verra qui sera. Vive Marine. Moi, je voudrais qu'en France, il y ait une monarchie constitutionnelle comme en Espagne. Comme ça, ceux qui se présentent ne seront pas obligés de mentir pour avoir des voix. Et moi, ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait plus l'Empire romain. Parce qu'à cette époque-là, c'était mieux que l'Europe. Il n'y avait pas de frontière du Maroc jusqu'à l'Écosse. Il y avait des belles routes, il y avait des bains. Et puis quand l'empereur ne nous plaisait pas, on l'assassinait et on le remplaçait avec un autre. Alors moi je vais vous dire, je vote Fillon. Et si c'est pas Fillon, ça sera Marine Le Pen. Peut-être Macron. Je suis plutôt centre-droit, moi. Je voyais, c'est-à-dire un peu plus centre-droit, je serais, si je devais m'identifier. Moi c'est Mélenchon, il a des bonnes idées. Et qui c'est votre candidat préféré pour les élections, alors? donc Ouais. On a que on des ne beaux- choisit pas. On regarde pas ce que M. Macron a fait de sa fortune. On regarde pas ce que Mme Le Pen a fait, qui ne se présente pas devant les Les juges. autres l'ont fait aussi. Hein. Je ne peux pas dire du mal de Fillon parce qu'il a eu un programme correct. Oui, je continue à soutenir ce Fillon. Moi, ce que je regrette surtout, c'est les journalistes. Le matraquage qu'ils peuvent faire, parce que c'est eux. Hein. Et puis le gouvernement actuel. Tout ce qui se dit par les journalistes en particulier, c'est de la fumisterie. Tout ça, c'est de la politique méchante, je dirais. Ah oui, d'accord. hein. Tout ça, c'est Le fait c'est qu'il- voulu. Il est dans la légalité, sauf ce qui nous choque, c'est quoi? C'est uniquement le montant, c'est tout. Mais ils sont tous à magouiller. Ils sont tous à magouiller, le problème. Au mois de mai, je ne sais pas quoi faire. Ah, On est complètement déboussolés. c'est vrai? Ils magouillent tellement tous qu'on ne sait pas. Je sais pas qui voter. Malheureux, hein. Si, j'irai voter, mais j'irai voter blanc. Je voterai pour elle, oui. Eh ben là. Je ne serai pas déçu. Alors, on est au salon anticolonial. Le salon anticolonial, c'est un salon contre le racisme et contre l'esprit colonial qui continue à inspirer un certain nombre de politiques qui sont menées malheureusement aujourd'hui. Cette année,
on sent que la question du colonialisme est quand même à l'ordre du jour. Le colonialisme n'est pas fini, on est dans un néocolonialisme. Un pays qui est de la dictature. Donc nous, on veut que ça change, non seulement en Afrique, mais ici aussi. Le problème, c'est que la politique n'a toujours pas pris en compte les éléments qui sont passés. Il y a plein de choses qui sont camouflées. Quand on prend la déclaration de Hollande pour les vœux de fin d'année, dedans, il explique qu'il faut respecter les droits de l'homme et tout particulièrement qu'il ne faut pas utiliser le gaz VX, etc. dans les conflits. Or, la France a utilisé ces armes chimiques pendant la guerre d'Algérie. Elle ne l'a toujours pas reconnu, toujours pas condamné. Les États, de toute façon, obéissent à des logiques politiques et financières. Et de toute façon, ils ne sont pas là. Normalement, ils devraient être là pour défendre les citoyens, mais ils défendent aussi d'autres intérêts. Parce qu'ils ont tous fait partie de la répression coloniale. Par exemple, les 1956, les pouvoirs spéciaux. Les pouvoirs spéciaux ont été votés par l'ensemble de l'Assemblée nationale avec toutes les composantes politiques. Donc on voit bien, et ça a eu des effets graves de répression et de meurtre et d'assassinat en Algérie par l'armée française, parce que les élus du peuple français ont voté tout simplement comme un seul homme pour Guy Mollet et pour les pouvoirs spéciaux. Alors les pouvoirs spéciaux, c'est quoi ? On a donné les pouvoirs de police, on les a conférés à l'armée. Et quand on confère les pouvoirs à l'armée, on ne sait pas où on va. Le problème, c'est que la colonisation a été conduite pour l'essentiel par la social-démocratie de l'époque, la SFIO, et par la droite de l'époque, la droite classique de l'époque. Donc ces deux aspects font que ceux qui sont au pouvoir, qui sont dans cette mouvance, n'osent pas vouloir reconnaître que leur ligne politique a été responsable de tout ce qui s'est passé dans ce domaine. L'intérêt du salon, c'est tout ce qui est en rapport avec la convergence des luttes. Du coup, on a chacun, souvent les gens ont leur spécialité, mais ça ne crée pas une hiérarchie entre les causes. Et surtout, ça nous permet de déconstruire la domination coloniale, justement, et puis de voir quelles sont les perspectives de vivre aujourd'hui et de lutter contre le racisme. Je viens d'assister à un débat sur le Cameroun. Et j'apprends des pans de l'histoire française que j'ignorais. Certainement pas des choses qu'on trouve sur les bancs de l'école, je pense pas, non. Donc on vient les chercher ailleurs, comme si. L'université, là, je peux attendre encore 30 ans avant d'apprendre des trucs comme ça. C'est pas enseigné à l'université. Alors pour le coup, moi je suis professeur d'histoire-géographie, du coup je peux en parler. En ce moment, j'essaie de profiter d'une certaine liberté pédagogique. Par exemple, moi-même, dans le cadre de la liberté d'expression, dans un cours d'éducation civique, j'utilise le petit personnage Andala, qui a été créé par un caricaturiste palestinien et qui a été tué par ses idées. Donc après, ça dépend si le professeur a envie de faire réfléchir ses élèves ou de faire du politiquement correct. C'est pas facile d'avoir accès comme ça. Si on se contente des informations qu'on nous donne, c'est un peu compliqué. Il faut aller creuser un peu plus loin. Et les Français sont amputés d'une grande partie de leur histoire. Et c'est la raison pour laquelle les jeunes, ils font partie de cette histoire-là. Et il faut se battre tous collectivement pour faire connaître cette histoire-là. Aujourd'hui, je pense que enseigner l'histoire, c'est mettre en lien son propre pays avec les autres. Le colonialisme, comme l'a si bien dit M. Macron, c'est un crime contre l'humanité. J'aurais souhaité qu'il dise y compris en Palestine. Mais en Palestine, ce n'est pas un crime contre l'humanité. La Palestine est présente, mais il y a aussi la cause des Sahraouis qui est là-bas, donc le Sahara occidental. Et il y a tout ce qui est lutte antifasciste, la lutte pour les sans-papiers. Et donc tout ça, ça rappelle tout ce qui est les luttes contre les rapports de domination en général. Comment peut-on dire que le colonialisme, ça apporte aussi du bien? C'est comme quelqu'un qui dit, je colonise ma femme, d'accord, je l'empêche qu'elle va voir des copains, des copines, et qu'elle ne sort pas n'importe... Mais n'empêche, grâce à moi, je la nourris, je l'habille bien, etc. En étant en prison, être nourri, habillé au détriment de sa propre vie, d'être emprisonné. C'est quand même dans l'actualité. Kongoula, cette année, on a décidé en même temps finalement de le décerner comme prix Bangoula.
par autodérision et pour retourner l'injure raciste contre ses auteurs. Et par conséquent que les médias publics promeuvent la musique française ou occidentale, pas la musique nègre. Qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui, en 2016, comme musique nègre? La musique nègre, c'est l'expression de l'âme des populations de race congoïde. La musique nègre est très chargée de sexualité. La France, c'est Saint-Louis, c'est Louis XI, c'est Louis XIV, c'est les révolutionnaires de 1789, c'est Bonaparte, c'est Napoléon III. Voilà, c'est bien. Bamboula cette année, c'est François Fillon avec 2847 suffrages. C'est un véritable théâtre boulevard grotesque et qu'on a vu, et qu'effectivement ça peut être un facteur de compréhension pour la jeunesse, parce qu'à la fois on rigole et c'est tellement gros, et à la fois ce sont des éléments de compréhension de la société dans laquelle on vit aujourd'hui. Ouais, il faut le mettre en évidence, ouais. Il faut faire ce travail-là, c'est important, je pense. D'Enfer Rochereau, je crois, à Paris. Qu'est-ce qui se passe? Les orthophonistes sont en colère, monsieur. Moi, je suis vraiment furieuse parce que ça fait des années qu'on bosse, des années qu'on fait un boulot, qu'on est dévoué pour nos patients. Et il n'y a rien qui passe, aucune revalorisation depuis des années. Oui, moi je suis très en colère aussi. Oui, parce qu'on est traités comme des moins que rien alors qu'on a une super formation, alors on est très en colère. Les orthos! Sous-payés à l'hosto! Sous-payés à l'hosto! Les patients en galère! Les patients en galère! La faute au ministère! La faute au ministère! Qui n'a qu'une chose à faire! Qui n'a qu'une chose à faire! Augmenter nos salaires! Augmenter nos salaires! Très content aujourd'hui de voir qu'on est aussi nombreux et on espère qu'il y aura un retentissement médiatique un peu plus important du coup. Le peuple ne peut plus se soigner, alors que les privilégiés de la politique, c'est Nanty qui nous gouverne, ont les moyens de se soigner, le peuple ne peut plus. Tous les infirmières de tout mode d'exercice, que ce soit libéral, hospitalier, en PMI, en territorial, il y a toute la profession infirmière, il n'y a pas que les hospitaliers. Il était temps que tous les professionnels, tous les soignants se mobilisent. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus à assurer notre boulot comme on devrait l'assurer et que c'est les premières personnes qui en pâtissent, ça sera toujours les patients. La maltraitance des patients, c'est parce qu'on n'a plus le temps de les soigner correctement et surtout, on n'a plus les moyens ni en personnel, ni en matériel. Et en gériatrie encore plus. Je suis là en tant que soigné, voilà, pas en tant que soignant, donc j'essaie de soutenir le mouvement et voilà. C'est-à-dire qu'on souhaite avoir le temps de s'en occuper correctement, avoir du matériel et avoir des conditions de travail qui permettent d'être complètement disponibles pour nos patients et que ce n'est pas le cas actuellement. On vient de Marseille, naturellement. Hein. Et nous, on est venu faire un peu notre campagne aussi. Donc on est venu dire quand même à tous les candidats, quels qu'ils soient, qu'il va falloir qu'ils comptent avec nous. On a changé les gouvernements, on a changé les présidents, mais ce qu'on n'a pas changé, c'est que les salaires ne sont pas augmentés et que les fonctionnaires sont diminués sans arrêt. Donc nous on dit assez maintenant, on vous écoute tous, mais on veut savoir ce que vous allez faire parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, entre ceux qui disent et ceux qui font, il y a quand même de gros écarts. Si tu savais ta réforme, Marisol, si tu savais ta réforme où on se la met, aucune hésitation. Bah c'est Marisol là, le gros malaise. Pas sous la gueule du monde, hein. Ne les mettez
que pour la garder, je l'ai tué. Ça fait longtemps qu'on nous promet plein de choses, mais on voit pas grand-chose. On voit la santé complètement... c'est déplorable, on a des conditions déplorables. Et les gens qui sont dans les lits aussi, c'est déplorable. On a honte des soins qu'on donne, qu'on offre. Je trouve ça honteux qu'il se compare à des personnes en situation de handicap et il est mal placé pour faire des remarques alors qu'on n'entend pas beaucoup parler des personnes en situation de handicap dans ses propos. Les nonnes, avant, c'était les premières infirmières. Et tout simplement pour leur dire que non, stop, nous ne sommes plus des nonnes. Nous sommes des gens à part entière, des infirmières qui avons des familles, qui avons besoin de manger, nous travaillons. Et encore, on se plaint de nos conditions, on se plaint même pas des salaires. Aucune hésitation. Non, 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 à des salaires bidons. Si tu savais. Société. On n'est pas là pour décorer, on détruira votre société. On n'est pas là pour décorer, on détruira votre société. C'est une lutte globale aujourd'hui, une lutte des femmes qui est en même temps une lutte anticapitaliste, antiraciste. Et donc c'est une lutte qui se fait dans plus de 40 pays dans le monde. La lutte féministe, elle n'est toujours pas finie et qu'elle est anticapitaliste. Profondément anti-bourgeoise. On se bat pour toutes les femmes, personnes trans, queer, racisées, invalides. Que les femmes du monde entier puissent sortir dans la rue tranquillement, sans avoir peur de se faire violer, sans avoir peur de se faire agresser, que les minorités de genre puissent être reconnues. Déjà arrêter les violences policières, ce serait un début, éventuellement égalité des salaires et puis fin du capitalisme. J'aimerais que les femmes, les hommes, tout le monde puisse être considéré de manière égale. Parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui manque à notre société et on peut pas continuer ainsi. J'attendrai qu'elle prenne en compte toutes les femmes, qu'elles soient trans, pauvres ou précarisées. L'égalité des salaires, la reconnaissance du terme de féminicide dans le droit français avec des dispositions spéciales mises en place, comme ça a été fait en Italie. Plus de dureté envers les violeurs. Ouais, c'est déjà pas mal. Une éducation non genrée, enfin il y a plein de choses à faire. Pas juste les salaires, mais aussi les positions des femmes dans les entreprises, les positions des femmes dans le gouvernement. Le rôle des femmes dans la société. La fin des oppressions, la fin du patriarcat, et que l'être humain soit la valeur centrale et non plus l'argent. Et puis beaucoup moins de discrimination envers les trans, envers les travailleurs du sexe, envers tout le monde, principalement. Je crois qu'il est grand temps que le féminisme renoue avec des enjeux de classe et antiracistes. C'est une convergence des luttes, absolument. Et d'ailleurs, cette manifestation de Paris le montre bien. Tous les slogans sont tous des slogans anticapitalistes et antiracistes. Il y a tous les collectifs, même des collectifs qui ne sont pas d'accord entre eux. Donc ce qui est magnifique, c'est justement la puissance des femmes pour une revendication d'une vie juste. En 2016, il y a eu 125 femmes qui ont été tuées sous les coups de leur mari. C'est intolérable, faut pas accepter ça, jamais, jamais, jamais. C'est pour ça que pour moi, par exemple, le féminisme, c'est quelque chose à faire ensemble. Parce que ça ne passe pas sans la transformation même de la conscience des hommes, de leur propre exploitation. Parce que, en fait, la domination masculine, ça domine les hommes également, en fait. J'invite tous les hommes à venir aux manifestations féministes. Oui, c'est une lutte qui doit se faire en commun parce que les hommes sont aussi les victimes du sexisme. Surtout avec les élections présidentielles qui approchent, montrer que les femmes ont des droits et souhaitent les conserver. Ça veut dire quoi, slut shaming? Slut shaming. Ça veut dire quoi ouais.
qu'on comprenne un peu. Alors, ouais, c'est utilisé pour reprocher aux filles d'utiliser leur image comme elles le veulent et leur corps comme elles le veulent. Donc généralement, on leur reproche d'être dénudées. Voilà, souvent sur internet, sur Instagram. L'exemple parfait, c'est un garçon qui va mettre une photo en maillot de bain sur internet. Généralement, on va lui dire qu'il a un très beau maillot de bain, ou qu'il est très beau, ou on va lui souhaiter de bonnes vacances. Et une fille, généralement, ça va être un peu plus compliqué. Elle va être insultée de pute, de salope. On va penser qu'elle veut avoir de l'attention, alors que pas du tout. On a le droit d'utiliser notre corps comme on le souhaite et on fait ce qu'on veut avec. La différence, c'est quand on nous met des femmes nues sur des pubs, c'est pour vendre à des gens qui ne sont pas les femmes en question. Je pense que les femmes, il faut les interroger sur ce qu'elles veulent, sur leurs désirs. Il ne faut pas parler pour elles, pour aucune. Autant que la femme a le droit de se dénuder, je pense qu'elle a le droit de vouloir cacher ou être plus pudique que quelqu'un d'autre. Je pense que toutes les femmes ont le droit de s'habiller comme elles le souhaitent. Et personne ne mérite plus de respect que quelqu'un d'autre, ni la femme qui se voile, ni la femme qui met une mini-jupe. Toutes les femmes méritent le respect dans n'importe quelle tenue. Comment je m'habille? Comment je gagne ma vie? Ce soir me revient. Il faut justement penser aux classes les plus défavorisées, parce que c'est justement ces classes-là de femmes, souvent noires ou souvent qui sont encore plus exploitées que les autres, qui vont permettre en fait la domination des Trump et des classes bourgeoises. Nous sommes fortes. Nous sommes fières. Les féministes et radicales. Allez, ça pue la main! Maybe they got a bill. All I hear from love, how you shoot somebody on the trail. It's not to cry here and I. There's someone who's in the light. Let it go, let it work it. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Bonjour et merci à vous tous qui, partout dans le monde, vous souciez du sort des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima. Alors, nous le clamons haut et fort, aucun réacteur nucléaire ne doit plus jamais continuer de fonctionner dans aucune région au monde. Car le nucléaire ne saurait cohabiter avec la vie. Nous ne souhaitons à personne de vivre une catastrophe aussi tragique. L'humanité doit en finir avec le nucléaire. Que Fukushima soit le dernier accident de cette nature. Voilà pourquoi nous, les victimes, nous élevons nos voix et nous dressons en masse contre la poursuite du nucléaire, en renforçant encore tous les liens de solidarité tissés depuis 6 ans pour défendre nos droits. Les femmes de Fukushima s'affirment solidaires de tous ceux qui, partout dans le monde, désirent œuvrer ensemble afin de bâtir une ère nouvelle où toutes les formes de vie seront enfin respectées. Fukushima, le 11 mars 2017, Yuiko Muto, femme de Fukushima contre le nucléaire. J'ai rencontré un responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2011 sur le site de Fukushima et qui m'a dit un jour
il faudra bien qu'on dise la vérité aux maires. Aux maires, M-E, accent grave, R-E-S, bien entendu. Il y a des gens qui sont obligés de revenir et vivre dans les zones contaminées. Pourquoi ils sont obligés de revenir s'ils n'ont pas le choix? C'est-à-dire, à partir du moment que les autorités disent que c'est fini et qu'ils n'auront plus de logement gratuit ailleurs. Justement à nos enfants et à voilà, ce qu'on va leur laisser comme déchets derrière nous, quoi. Moi, l'arrêt du nucléaire, le plus tôt possible, c'est-à-dire maintenant, en France et partout dans le monde, mais tout particulièrement en France. On a la honte d'être le pays le plus nucléarisé du monde. Les promesses des personnalités politiques n'ont pas été tenues jusqu'à présent, mais que ces personnalités vont bien finir par céder à la pression populaire. Je pense qu'une majorité de Français maintenant, on a assez du nucléaire. C'est une catastrophe déjà permanente sur le plan financier. Ce sont des milliards, des dizaines de milliards qui sont engloutis dans une industrie qui n'a aucun avenir. C'est une catastrophe également environnementale. Nos nappes phréatiques sont polluées, nos sols sont pollués. C'est une catastrophe sociale, une catastrophe sanitaire. Moi, je suis médecin et les cancers augmentent d'incidence d'année en année. Et ça, c'est certainement dû en partie aux retombées radioactives qu'on a eues dans ce pays. L'ensemble de l'appareil d'État, puisque ça comprend aussi EDF, Areva, le commissariat à l'énergie atomique, a fait du nucléaire militaire et civil, parce que les deux sont liés, une espèce d'image, le prestige de la France, l'indépendance de la France, etc. Donc c'est un discours qui marche très bien, et vous voyez les médias qui répètent que c'est l'indépendance énergétique, alors que c'est complètement faux, puisqu'on dépend, comme tout le monde, essentiellement du pétrole. La première boîte nucléaire du monde, Westinghouse, vient de décider qu'elle arrêtait le nucléaire. Et Siemens l'avait déclaré il y a 15 ans. Alors si Siemens, si les grandes boîtes industrielles mondiales considèrent que le nucléaire c'est plus très bon, ça prouve vraiment qu'il y a une crise très profonde. Donc la France ou bien continue à s'obstiner, mais on va dans le mur, ou bien un certain nombre de gens, pas forcément les politiques, mais les industriels, les régions, les territoires, etc., vont comprendre que leur intérêt, au sens économique, social, au sens de l'emploi, c'est de prendre une voie différente. Le premier truc, c'est les économies. Premier, il faut diviser par deux, ce qui est parfaitement faisable. Pas besoin de découvertes faisables. C'est l'isolation des logements, c'est les économies d'électricité, c'est les transports collectifs et pas basés sur la bagnole et les camions avec des combustibles, et le développement des renouvelables. Un petit peu enchaîné, je sais pas trop quoi faire, mais je trouve que la situation est plutôt pas mal. Il faut arrêter tout ce massacre et tout ce manquement aux droits humains de vivre tranquillement. Tu penses qu'on y arrivera un jour à arrêter le nucléaire en France ? Bien sûr, bien sûr. On y arrivera partout, bien sûr, parce que c'est pas une énergie d'avenir.
Hein? Le soleil, oui, le soleil va briller encore longtemps. Les gens s'en fichent, voilà, on n'est pas assez, voilà, déjà. Il faut garder espoir, il faut essayer de faire passer le message, il faut en parler dans son entourage. Bien sûr qu'on va y arriver, on va rester déterminés et on y croit. La France est représentée aujourd'hui ici à Paris. C'est un ras-le-bol et différents gouvernements successifs qu'on a eus se sont moqués de nous. Les promesses n'ont jamais été tenues et c'est pour ça qu'on en profite pour maintenant les redemander et remettre ça sur la table. Comment il veut faire, Fillon, avec 500 000 fonctionnaires en moins? On a déjà fait un effort, nous les pompiers en France. On a baissé les effectifs dans les centres de secours principaux. Et l'activité opérationnelle, elle a augmenté. Alors comment on fait? Quand on voit les programmes au niveau des personnes qui se présentent au niveau de la présidentielle, ces réductions, plus de 500 000 personnels au niveau des fonctionnaires, ça devient compliqué quand même. Moi, je sais pour qui je vais voter. Je vais voter Mélenchon, voilà, je n'ai pas honte de le dire, mais j'ai pas de honte à le dire, démocratie sociale. Je vais voter Mélenchon. Maintenant, voilà, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est arrivé à une dynamique où on est moins en moins confiant. Donc j'espère que Jean-Luc, il va pouvoir nous redresser. L'urgence, c'est qu'il y a un manque d'effectifs, un manque d'argent dans les SDIS, il n'y a plus d'argent, donc un manque d'effectifs. Et prenons aussi un manque d'effectifs dans la carrière ne peut pas évoluer. Et notamment, on voit déjà dans de nombreux départements des déficiences en termes de délai de secours de sapeurs-pompiers. Ouais, l'urgence dans le recrutement du personnel, l'investissement du matériel et la reconnaissance du métier. On est dans la précarité, on a une politique d'austérité qui est également faite par notre hiérarchie, ça devient compliqué. De toute manière, le principe est toujours le même. On demande à moins de personnes d'en faire plus. Donc on arrive à des situations de burn-out. Combien d'infirmières se suicident? Combien de pompiers se suicident? Combien de policiers se suicident? Combien à France Télécom? À France Télécom, historiquement, combien il y a eu de suicides? Voilà, donc c'est des services publics. Donc à un moment ou à un autre, quand on nous dit on supprime 500 000 fonctionnaires, comment on fait? Au quotidien, on a des collègues qui craquent. Plus d'intervention, moins d'effectifs. On remplace des professionnels par des volontaires. Le Havre, il y a je sais pas combien de pompiers qui se suicident. Mais ça, on s'en contrefiche. On est au service des gens. Comment voulez-vous qu'on baisse le cahier du service public si en même temps à côté, on craque? C'est pas possible. On a une réelle vocation. Si on est rentré, c'est pour faire de l'urgence. Et malheureusement, trop souvent maintenant, nos missions sont détournées de l'urgence. Donc on vient à faire de nombreuses interventions sur on va dire, de l'assistanat. Bien sûr, on fera le boulot. Qu'on le fasse à 15, qu'on le fasse à 12, qu'on le fasse à 25, on le fera toujours autant parce qu'on l'aime ce métier-là. Depuis le temps qu'on demande des choses, j'espère que maintenant on sera entendu. Je suis candidat à l'élection présidentielle et je serai vraisemblablement, parce que nous sommes à 85% dans les sondages, je serai votre futur président-dictateur. Et aujourd'hui, devant le Conseil constitutionnel, nous allons déposer les 500 signatures de maires, 500 signatures de maman. Et les riches souffrent. Cette année, les multinationales n'ont fait que quelques milliards de bénéfices à peine. Les pauvres, on en a besoin pour qu'ils donnent leurs sous aux riches, à nous. Donc les pauvres sont nécessaires pour nous donner de l'argent. Il y en a qui disent qu'il y aurait des injustices sur Terre, que les richesses seraient mal partagées. On a envie de dire oui, et alors? Vous êtes des millions, mais on a les millions. On est riches, on est puissants, et nous avons des casseroles. Oui, et alors? Nous faisons les lois, nous avons l'armée, la justice et les médias à nos bottes. Nous ne sommes pas inquiétés, nous n'irons jamais en prison. Voilà, pourquoi les cacher nos casseroles?
on est décomplexé, on est riche et on le montre. Voilà. Ah bah vous avez raison, c'est bien. Hein, voilà. Allez, bon courage. Votez pour moi, votez pour moi. Je suis Alessandro Di Giuseppe, pape 40 de l'église de la Très Sainte Consommation, le fils du capital descendu de Dubaï pour semer la bonne parole, travaille, obéit et consomme. Et je suis votre futur président-dictateur. En effet, je me présente à l'élection présidentielle 2017. Nous sommes à 85% dans les sondages, loin devant Macron et Fillon, qui sont pourtant de bons élèves, ils ont des bonnes idées. Moi, fils du capital, moi, fils du dieu argent, de la sainte croissance, eh bien, je le dis clairement, nous pouvons aller encore beaucoup plus loin. Nous sommes riches, nous sommes puissants, vous allez encore plus streamer, faire battre le peuple de la France en marche au nom des riches. Résignez-vous. D'abord, c'est un parti d'avenir parce qu'il aime les riches et je pense que la richesse, c'est l'avenir. Moi, pape 40 de l'église de la Très Sainte Consommation, Alessandro Di Giuseppe, futur président-dictateur de la France, je vais aller déposer mes 500 signatures de maire. Je me dis quand c'est parti, on va au Conseil constitutionnel. Chez nous, pas d'étrangers. La première année, quand je serai futur président-dictateur, quand je serai élu, 10 millions d'étrangers dehors dès la première année. Nous avons décidé de présenter notre candidat aux élections. C'est le meilleur candidat. Et on peut le dire dès maintenant, hein, ça va être le futur président-dictateur. C'est la religion unique, l'église de la Très Sainte Consommation qui gouverne nos vies, qui réenchante nos vies. Nous sommes 7 milliards à travers le monde à vouer un culte à la consommation. Vous allez voter, vous, pour Giuseppe? Évidemment, évidemment. On fait partie de ses premiers supporters. Allez lâche, au nom du pèse, du fric et du saint crédit, amen, ton pèse, le doigt du capital pour tout le monde. Nous sommes accueillis comme il se doit. Comment vous avez été reçu au Conseil constitutionnel alors? Écoutez, très courtoisement, hein, on a appelé le greffe qui m'a signifié évidemment qu'avant 18h, eh bien, c'était le décompte final pour remplir les formulaires. Là, on les envoyait assez vite par la poste, mais j'ai, grâce à cette petite clé USB, déposé 500 signatures de maire, 500 signatures de maman. Le voilà, notre candidat est revenu. On l'acclame, il est formidable, il est formidable. J'ai déposé les 500 signatures de maire, 500 signatures de maman. Eh bien moi, pape 40 de l'église de la Très Sainte Consommation, moi, Alessandro Di Giuseppe, votre futur président-dictateur, je suis le fils du capital, le fils du dieu argent, descendu sur terre de Dubaï pour semer la bonne parole, travaille, obéit, consomme. Allez lâcha! Au nom du pèse, faites-le. Au nom du pèse, du fric et du saint crédit, amen. Ton pèse, le doigt du capital pour tout le monde. Le doigt du capital. Parce que si je suis venu ici, ce soir, place de la République, moi, Alessandro Di Giuseppe, pape 40 de l'église de la Très Sainte Consommation, c'est parce que je me présente à l'élection présidentielle 2017. À mort les pauvres, vous êtes d'accord, monsieur? Vous êtes pauvre, mais vous dites quand même à mort les pauvres. Ça, c'est un pauvre typique. Il a 90 ans. Vous avez 90 ans? Mais il a travaillé maçon boisseur ici à Paris. Vous avez travaillé 70 ans, c'est ça? Oui, bien, grâce à moi, quand je serai élu dès le 23 avril, dès le premier tour, comme je l'ai annoncé devant le Fouquet, vous pourrez travailler, vous devrez travailler jusqu'à votre mort. Mais les pauvres, heureusement, ne se révoltent pas. Et c'est ce message fort que nous avons envie d'envoyer à la France entière. Résignez-vous, Français. Consommateurs, consommatrices, je vous ai compris. Bien, vous êtes, vous le peuple de France, en attente d'un homme fort, d'un homme capable de remettre la France en ordre. Eh bien, vous attendez le Messie, et je peux vous le dire en toute humilité, en toute modestie, en toute simplicité, je suis votre Messie, je suis le fils du capital.
je suis l'homme politique qu'il vous faut. Oui, j'ai acquis mes lettres de noblesse. Oui, je suis un vrai homme politique. Et pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai des casseroles. Moi aussi, comme Alain Juppé, moi aussi j'ai été inéligible et je me suis réfugié au Canada. Moi aussi, comme Jérôme Cahuzac, je possède des comptes offshore dans tous les paradis fiscaux. Moi aussi, comme toutes les grandes familles de France, tous les privilégiés, tous les puissants, eh bien j'ai des multipropriétés en Suisse, en Belgique et dans tous les pays où on ne paye pas d'impôts. Parce que moi aussi, comme Nicolas Sarkozy, j'ai financé ma campagne par un dictateur, en l'occurrence Bachir el-Assad, à hauteur de 100 millions d'euros. Moi aussi j'ai tapé dans les caisses, moi aussi j'ai pris votre argent, moi aussi l'argent du contribuable je l'ai pris. C'est normal, oui à l'évasion fiscale, c'est normal. Je détiens tous les records de mise en examen. Les Balkany à côté de moi, c'est de la gnognotte. Mais nous allons quand même venir à votre rencontre pour vous demander vos désirs, vos vœux. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie? Espèce de pauvre. Non seulement vous allez travailler gratuitement, mais en plus vous allez payer pour travailler. Allons clients consuméristes, le jour de paye est arrivé. Contractons de nombreux crédits, crédit à la consommation, crédit à la consommation. C'est le travail qui nous libère, nous sommes libres de consommer. Endettés, pieds et poings liés, les actionnaires peuvent sabrer le champagne. Remarque citoyens, videz les magasins, achetons, achetons, que nos caddies soient toujours bien remplis. Enfin, un vrai homme politique qui relève des vrais problèmes. Avant j'étais un écolo et maintenant il m'a converti au consumérisme, à la croissance. Et voilà, et grâce à lui on va sauver les riches. Les gens ne travaillent pas assez en France. 35 heures, qu'est-ce que c'est que ça? À bas les 35 heures. Et je suis content d'être pauvre pour pouvoir aider les riches à être encore plus riches. Et ouvrons les magasins 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tous les jours de l'année. Maintenant, je suis vraiment convaincue qu'il faut les aider, il faut créer l'emploi fictif parce qu'ils souffrent beaucoup. Je ne me rendais pas compte avant de la difficulté qu'ont les riches à vivre. Et vraiment, je pense qu'ils ont besoin de beaucoup plus de soutien. Que le peuple se rende compte que les riches sont vraiment en pleine difficulté. C'est le seul pour lequel on peut voter, les autres non. C'est le seul qui nous défend vraiment. On entend tout le temps parler des pauvres, il y en a marre, les pauvres, toujours les pauvres. Il est temps de s'occuper aussi des riches. Et moi je voterai même 2 fois pour lui. Contre tous, chacun pour soi, tous contre tous. Chacun pour soi. On pense toujours qu'aux pauvres, mais les riches, pour eux, c'est difficile aussi. J'hésite encore un petit peu entre Emmanuel Macron et Alessandro Di Giuseppe, mais je crois que ce soir, il m'a vraiment convaincu. TF1 sur toutes les chaînes. TF1 sur toutes les chaînes. Maintenant, je vais clairement voter Alessandro Di Giuseppe. CAC 40, CAC 40, hey, hey. Nous allons prier pour vous. Pour que tous les gens viennent ici à McDonald's. C'est sûr que je vais voter pour lui, c'est le seul qui puisse nous sauver, c'est le seul qui comprend les riches, c'est le seul qui va travailler pour eux et c'est le seul qui va nous permettre de nous enrichir. Est-ce que toi tu vas voter pour lui ou t'hésites encore? Surtout moi je suis certain, mais par contre juste c'est un instant de prière, je vous demanderai de respecter cet instant. Oh mon McDo! Oh mon McDo! Je me donne entièrement à toi. Je me donne entièrement à toi. Et pour te montrer ma dévotion, je te consacre mon gosier, mon ventre et mes deniers. Je t'appartiens, ô Dieu de la frite.
Je t'appartiens, ô Dieu de la frite. Ô roi du sandwich. Ô roi du sandwich. Gloire à l'obésité et à la bouffe prêchée. Gloire à l'obésité et à la bouffe prêchée. Tu es notre salut. Tu es notre salut. Oh mon McDo. Oh mon McDo. J'ai le très grand regret de te voir offensé. J'ai le très grand regret de te voir offensé. Béni soit la mayonnaise et le ketchup. Béni soit la mayonnaise et le ketchup. Alléluia. Alléluia. Merci McDo, merci. Merci McDo qui nous nourrit chaque jour. Ceci est le corps du capital, ceci est le hamburger. Mangez-en tous. Goinfrez-vous et n'en laissez pas pour les pauvres. Il faut tout de même saluer le pape 40, notre futur président, pour sa grande abnégation. Battez-vous. Allez l'achat. Ah oui. Il arrive, bravo. Il est presque. Il y arrive, oui, c'est fantastique, il l'a avalé, non, pas complètement. Encourageons-le. Voilà. Il y arrive, bien sûr. C'est très bon, bien sûr. Je crois qu'il a presque tout avalé. Oui, le corps du capital, on l'applaudit, bravo. Croissance revient parmi les tiens. Pour notre bonheur, montre-nous le chemin, toi qui nous aveugles si bien. Allez tous ensemble. Croissance revient parmi les tiens. Pour notre bonheur, montre-nous le chemin, toi qui nous aveugles si bien. Cité 1000 fois dans les journaux quotidiens, tu ne quittes pas la bouche de nos politiciens. Tu apportes l'emploi et le pouvoir d'achat pour qu'on consomme comme des rois. Allez tous ensemble Paris. Croissance revient parmi les tiens. Pour notre bonheur, montre-nous le chemin, toi qui nous aveugles si bien. One more time. Croissance revient parmi les tiens. Allez tous en transe. Pour notre bonheur, montre-nous le chemin, toi qui nous aveugles si bien. Alléluia. Dans ma vie de tous les jours, j'étais confronté évidemment à tous les problèmes que rencontrent les riches, mais voilà, je suis content qu'il y ait quelqu'un qui porte ma voix. Merci beaucoup. Et votre secret alors, justement, s'il y avait... Secret, c'est un peu comme Emmanuel Macron, la beauté d'abord, et un programme assez vide mais fort, que les gens retiennent. Le droit de vote à 16 ans parce que je pense que c'est important. Mais moi je vote pas, je suis mineure. Je viens expressément d'Italie pour voir M. Mélenchon. Oui, mais là c'est l'hologramme, vous voyez bien. Je trouve beaucoup de choses qu'il dit qui sont les meilleures. De toute façon, que ce soit lui ou l'autre personne, on ne sait pas s'ils vont tenir leurs promesses. Hein. En tout cas, moi j'y crois. Moi ce qui me séduit plus, c'est la sortie de l'Europe. Embêtant. Hein. Eh bien moi, pape 40 de l'église de la très sainte consommation, accompagné de frères Christo de Paris, eh bien, nous sommes représentants des puissants. Nous trouvons que la droite décomplexée peut encore plus se décomplexer. Non, pas peur de le dire, les pauvres on les emmerde. Voilà. On peut aller beaucoup plus loin qu'Emmanuel Macron et que François Fillon. Franchement. Au nom du PES, faites-le avec moi. Au nom du PES, du fric et du saint crédit, amen, ton PES. Le doigt du capital. Le doigt du capital pour tout le monde. Chacun pour sa gueule. En 2 minutes, on les a convertis. On attend tellement. Pour moi, c'est celui qui, à travers sa personnalité et le programme, exprime le mieux ce que je ressens moi aussi vis-à-vis de la société. Et que finalement, la colère qu'il laisse parfois exprimer
et tout ça, ben, c'est une colère qui est bien orientée. Moi, j'ai rien contre le discours de Benoît Hamon, mais j'ai aucune confiance dans le Parti Socialiste. Aucune. Moi, ce qui me fait le plus peur avec Hamon, c'est qu'on soit vraiment encore sur une candidature qui représente justement un peu les grandes paroles, etc. Hamon, le PS te lâche le PS. C'est pas la personnalité de Monsieur Hamon que je remets en question, c'est plutôt effectivement tout l'appareil qui va derrière et qui risquerait de le tacler à chaque petite mesure, bonne ou mauvaise, qu'il aimerait mettre en place. Ils sont pas crédibles. Ils vont faire la même chose que leurs prédécesseurs et voilà, c'est tout. Moi aujourd'hui, j'ai pas envie d'être pris en otage, j'ai envie de voter pour mes idées. Et de toute manière, s'ils ont déjà choisi pour nous de qui allait être au second tour et qui allait être président, eh ben, qu'ils y aillent, moi je voterai Mélenchon. C'est un candidat qui demande pas qu'on vote pour lui, mais pour un programme. Et il fait pas des promesses, mais il propose quelque chose. Je sens qu'il est droit dans ses bottes et que il est difficilement manipulable, par exemple. Voilà. Et je me bats pour que Mélenchon devienne président et avec tout ce qui est inscrit dans son programme. C'est le seul qui parle à l'intelligence des gens. Il est bien ce type. Il est crédible, il est intelligent, il est cultivé. Bon, c'est une grande gueule, mais peut-être qu'il faut un peu de colère. Il a un langage différent. Et notamment, il a dit une chose qui est importante, c'est que nous avions une grande responsabilité dans le fait que les immigrés viennent en Europe. Si nos sociétés commerciales ne faisaient pas du dumping et ne ruinaient pas les économies africaines, eh bien ces gens-là resteraient chez eux. Ils ne viennent pas de bon gré chez nous. Oui, tout à fait au début, j'ai été séduite par la fraîcheur de Macron. Sans savoir, mais il faut pas rire. Ben oui, il faut pas rire. Et j'ai senti venir un vent nouveau, mais après j'ai tout de suite vu que ça allait pas. 6ème République, il n'y a que lui qui la propose. Je pense que c'est l'argument le plus fort de Mélenchon, en tout cas le plus important et le plus important à faire aussi. Et c'est même pour ça que lui-même dit qu'après il ne sera pas forcément président. Une fois que l'Assemblée constituante aura été réunie, il y aura de nouveau des élections. Je pense qu'on peut faire confiance, mais surtout nous on est là après pour dire si ça va pas quoi. Je pense que toutes les propositions qu'il fait pour changer la société, pour changer la République, me conviennent exactement. Et surtout la sortie de l'Europe. Pas la sortie de l'Europe à la Le Pen, la sortie des traités européens, pas la sortie de l'Europe, mais la sortie des traités européens. Totalement nécessaire de nettoyer le paysage politique. Ça suffit de voir ces gens nous faire ce spectacle depuis longtemps. On balaye tout ça, ça suffit. Aujourd'hui, cet après-midi, nous sommes sur cette place de la République et dans les rues adjacentes. 130 000 personnes. Je savais que vous seriez là. Je savais qu'elle est inépuisable. La vague qui nous porte, génération après génération, de la Bastille à la République. Nous avons marché une fois de plus de la Bastille à la République. De la Bastille où commencent tous les élans de la liberté du peuple de France, puisque c'est là que fut abattu pour la première fois le symbole de la monarchie et de la caste des privilégiés. Puissants de la terre, nous voici. Nous sommes une nouvelle fois au rendez-vous de notre histoire. Le jour anniversaire du commencement de la glorieuse Commune de Paris qui inventa la République sociale. Résistance, 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 résistance. Le jour de la gloire est arrivé.
Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le peuple répond, réagit comme il convient. J'ai envie d'y croire. Et c'est ouais, tant pis si je suis cocu, parce que y croire c'est déjà essentiel. Il allie super bien les aspects sociaux et les aspects écologiques. Et puis ce qu'il a dit sur la cause animale, c'est le seul. Voilà, donc il a des. Alors, j'ai un scoop. Jean-Luc Mélenchon a des défauts. Il est riche, par moment. Mais oui, voilà. Mais peut-être un peu creux. Télé bocal. Oui, mais je suis convaincu, je vais voter pour lui. J'aime, et on en reste quand même dans la démagogie. Oui, j'ai entendu des choses qui me convenaient, j'en ai entendu d'autres que je ne partage pas. Cette idée de résistance, même si, voilà, j'aime pas les mots tout faits. Mais c'est beau. Je ne pense pas que M. Mélenchon puisse devenir président, voilà, pour être franche. Voilà. Il parle trop bien peut-être, je sais pas. On a été tellement déçus. Bonjour, citoyen. Respect. Ciao. Allez tous voter, qu'il n'y ait pas d'abstention, tous voter. Bocal, moi je voulais vous féliciter, vous faites un super boulot. Je vous ai vu 2 fois dans ma vie, donc j'ai pas abusé. Et en plus, j'ai pas toujours été d'accord avec ce que vous faites ou ce que vous dites, mais vous bossez, vous êtes impliqué. Donc voilà, c'est un citoyen qui vous dit, vous assurez. Je vous embrasse. Moi je viens avec ma fille qui vient pour la première fois et elle m'a dit on va à la fosse. Alors nous sommes à la fosse. Et une bonne raison pour voter Hamon, c'est le seul qui me donne l'envie de vraiment voter, qui a un projet et qui a quelque chose vers lequel on a envie d'aller. La mesure phare de Hamon, non mais c'est sa vision du travail et c'est le fait qu'il soit moins extrême sur l'Europe que Mélenchon aussi. Et le fait qu'il ait nommé Piketty aussi en conseiller à l'Union Européenne. Donc ça veut dire qu'il a vraiment envie de faire bouger l'Europe et qu'il n'a pas envie juste de la lâcher. Du coup je vais écouter ce qui se dit là et puis je vais faire mon choix après. J'ai beaucoup hésité entre le vote pour la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, mais évidemment la position sur l'Union Européenne qui est beaucoup plus consensuelle je pense de Benoît Hamon m'a motivé dans ce choix, et puis bien sûr des propositions innovantes, notamment le revenu universel qui est un marqueur vraiment intéressant je pense de cette campagne. Non mais j'hésite entre les deux, il faut qu'ils se rassemblent. Je les soutiens tous les deux, je soutiens toutes les personnes qui essaient de protéger l'environnement. Les deux je les aime. Je pense même qu'il y a plus de convergence entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon plutôt qu'entre Benoît Hamon et Manuel Valls qui sont pourtant dans le même parti. Ce qui m'a le plus donné envie de voter pour lui, c'est quand il a dit qu'on peut survivre avec 4% de déficit, mais on peut pas survivre avec 4 degrés en plus de réchauffement climatique. Et ça m'a beaucoup plu. Déjà rien que la personnalité d'Hamon, elle est beaucoup moins centrée sur lui-même que Mélenchon. Mélenchon, il y a une sorte de culte de la personnalité même s'il s'en défend. Et ça, franchement,
Je trouve que c'est mauvais en politique. Moi je vote pour Hamon et j'ai aucune hésitation, d'abord parce que dans ma famille tout le monde n'est pas de gauche et je sais que Mélenchon il est incapable de plaire à tous les Français parce qu'il est beaucoup trop clivant alors que Hamon l'est moins. Certains cadres du parti ne jouent pas le jeu de la primaire, qui sont engagés dans une démarche qui était claire, qui était avec un contrat écrit. Et finalement on voit qu'il y a des défections et je pense que c'est vraiment dommageable et condamnable. C'était pas les vrais, c'était plutôt du PS à droite et je pense que ça fait pas du mal au PS de se lâcher un peu de cette partie-là qui avait perdu les valeurs de gauche. Mais en tout cas c'est l'avenir, ça c'est sûr, et je pense que ça va durer forcément plus longtemps ce nouveau mouvement dans le PS que Mélenchon, je pense. Et il est vraiment aussi soutenu par la vraie garde du Parti Socialiste comme Christiane Taubira et Martine Aubry. Je pense que Hamon il représente quand même plus les jeunes que Mélenchon. Même si, bon, moi j'aime bien les deux, mais... Bilal, Elie et Benoît. On est tous Benoît, Elie et Bilal. Il y a beaucoup de convergence avec Jean-Luc Mélenchon. Mais là, j'ai le drapeau de l'Union Européenne. Moi, j'ai vraiment grande foi en l'Union Européenne. J'ai vécu 2 ans en Italie et c'est pour ça que je pense qu'il faut continuer le projet. Évidemment, essayer de faire quelque chose de plus social et de la réorienter. Mais voilà, je pense que c'est une des divergences, mais après il y a plein de convergences et donc on peut aussi s'unir. Il y a du monde à l'extérieur, vous avez vu les cartes qui arrivent, l'ensemble des militants, des sympathisants, des citoyens engagés dans cette campagne qui vont nous rejoindre. Un peuple européen, un peuple solidaire, un peuple qui s'inscrit dans un destin partagé avec les peuples européens. Je refuse qu'on lui dise que son ambition, son futur est irréalisable par principe. Décider de faire bouger les lignes, décider de faire bouger les frontières, décider de sortir des cartons, de notre austérité. Choisissez la gauche, choisissez le progrès, choisissez la justice sociale, choisissez l'Europe. Je vous le dis, à vous, jeunesse de France, vous êtes la plus belle promesse européenne, la plus belle promesse pour la gauche. Décidez d'être un peuple nouveau, un peuple solidaire, un peuple européen. Vive la République, vive la France. On a trop tendance à penser que les jeunes ne font pas de politique, mais non seulement ils en font, mais ils sont présents pour écouter ceux qui demain porteront les responsabilités, quoi. Président, Benoît, président, Benoît, président, Benoît, président. Quand Benoît Hamon dit je ne suis pas l'homme providentiel, je suis celui qui pense que c'est avec l'intelligence collective qu'on change le monde, c'est ce que ne dira jamais Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, il est trop tribun et puis il est toujours en train de, de critiquer tout le temps. Et bon, à un moment, il faut être positif et puis il faut essayer de construire quelque chose et pas tout rejeter sur l'Europe. Voilà. On va tout faire pour que Hamon soit élu. Ce qu'on nous propose, c'est le vote du renoncement pour battre le vote de la colère. On nous invite en permanence, on nous prescrit le vote utile. Le vote utile pour qui? Un vote de renoncement sur les services publics, un vote de renoncement sur la 6ème République, un vote où on va renouveler la République. Nous considérons que notre santé et celle de nos enfants prime sur l'intérêt des lobbies, parce que nous considérons que demain, c'est l'espérance qui va gagner. C'est pour ça qu'il faut mobiliser autour de Benoît Hamon, rassembler autour de Benoît Hamon et gagner, et gagner, et gagner. Et ceux qui prétendent s'opposer à Marine Le Pen en allant voter au premier tour pour quelqu'un qui propose de précariser le travail, de supprimer l'impôt sur la fortune, c'est une folie. Donc évitons cette folie, profitons du mois de débat qui nous reste pour défendre une voie progressiste, pour défendre une solution pour la jeunesse, pour la relance de l'économie au niveau européen. Votons Benoît Hamon. Et enfin, à quelques jours d'ici l'action, je sais que Benoît Hamon sera le président d'une France sans sida, parce qu'il mettra les mesures et on peut y arriver. Et c'est pour ça que je le soutiens.
Je vote pour. C'est à vous de décider quel peuple vous voulez être. Fatalisme. Nouveau rapport au travail, transition écologique, conversion écologique de nos modèles économiques. Je vote pour le candidat de la gauche et de l'écologie, Benoît Hamon, président de la République. Nous allons tous ensemble casser la machine à désespérer. Je vote pour. Je ne sais pas encore combien nous sommes, on me le dira tout à l'heure, mais je peux vous dire que nous sommes très nombreux à Bercy aujourd'hui. J'ai salué tout à l'heure Arnaud Montebourg, je vous demande d'applaudir très chaleureusement, il est assis à ses côtés, Vincent Payon. Vincent Payon, juste devant moi. Je vous demande également, vous l'entendrez tout à l'heure, nous sommes aujourd'hui à Paris, une ville dirigée par une maire à la tête d'une majorité à l'image de la gauche dans toute sa diversité, des socialistes, des écologistes, des communistes. Une maire qui fait Paris de l'intelligence collective, de la démocratie participative. Une maire qui est au contact des problèmes du quotidien de ses administrés. Elle est avec nous aujourd'hui pour ouvrir ce meeting. Je vous demande de l'accueillir très chaleureusement. Elle incarne la gauche qui gagne, la gauche fidèle à ses valeurs, Anne Hidalgo. Bonjour Paris! Bonjour Bercy et bonjour la France! Je suis tellement heureuse qu'on soit si nombreux. Nous sommes ici, cette belle foule réunie, tous ces jeunes qui sont là. Je veux vous dire merci! Merci à la jeunesse! Oui, je soutiens Benoît parce que Benoît est le seul candidat qui porte cette volonté de changer le monde en s'appuyant sur cette transition écologique et énergétique dont nous avons tant besoin ici en Europe. Merci Benoît de porter avec autant d'énergie et autant de courage ces valeurs et ces projets. Et puis je veux conclure en vous disant, à un moment où on nous parle de menaces de vote utile, nous n'avons aucune naïveté, je le redis, mais le seul vote utile, le seul vrai vote utile, c'est celui de ses convictions, c'est celui de à ses convictions. Après Anne Hidalgo, je vais vous demander d'accueillir à ce micro une ministre particulièrement engagée dans cette campagne auprès de Benoît Hamon. Elle était avec lui à Nice cette semaine en meeting. Elle est ministre de l'Éducation nationale. Je vous demande de lui faire un tonnerre d'applaudissements. Najat Vallaud-Belkacem. Quel plaisir d'être parmi vous, parmi ceux qui trouvent normal quand on est de gauche de voter pour un candidat de gauche à l'élection présidentielle. Face à la droite, face au Front National, oui, le vrai vote utile, c'est de proposer un contre-projet résolument engagé qui se démarque. Et c'est pas le renoncement, la confusion, le découragement. Alors mes chers amis, allons-y, allons auprès des Français, convaincons-les que nous ne voulons pas d'une France qui se referme sur elle-même, d'une France qui sorte de l'Europe, d'une France qui ferme sa porte aux femmes, aux enfants, aux hommes, poussés par les guerres sur les chemins de l'exil. De l'accueillir très chaleureusement, Christiane Taubira. Nous sommes nombreux, très nombreux, si nombreux, et si toniques, si dynamiques, si créatifs. Est-ce que vous réalisez que nous sommes invincibles? Nous sommes là, très nombreux, si nombreux, aux côtés de Benoît Hamon. Nous sommes là parce que Benoît porte une parole, un engagement, une volonté qui nourrissent sa vision de la société du monde. Benoît Hamon réhabilite la politique. Il lui redonne sa dignité. En fait,
il rappelle sa raison d'être. Il sait ce qu'il nous faut et nous continuerons à être à ses côtés pour enrichir sa vision de la vie et pour porter avec lui ce futur désirable. Le monde contient les périls et où que nous regardions, disait Aimé Césaire, l'ombre gagne. Mais, ajoutait-il, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Candidats à la primaire, ils sont aujourd'hui avec Benoît Hamon, ils sont assis côte à côte. Une ovation pour Vincent Peillon et Arnaud Montebourg. Merci à vous tous. Mesdames, Messieurs, mes chers amis, mes chers concitoyens, quel honneur. Quel honneur pour moi quel honneur d'être le porte-parole de nos idées, de notre vision, de notre projet. Quelle immense responsabilité. Nous avons ensemble rendez-vous avec l'histoire. Alors je me présente devant vous, plein de l'humilité de ceux qui ont conscience de l'ampleur des défis et de la gravité des temps. Nous allons voter, et tous nos compatriotes avec nous, alors que le réchauffement climatique gagne la planète. Alors que notre modèle de croissance atteint ses limites, alors que le travail se transforme sous l'impact de la révolution numérique, alors que des inégalités toujours plus grandes sont en train d'ébranler notre modèle social, et alors, enfin, que des institutions verticales semblent à bout de souffle. Je refuse que le grand débat démocratique auquel les Français ont droit leur soit confisqué par quelques grands intérêts et petits arrangements. À cet égard, je veux vous dire, votre présence aujourd'hui est un message. Un message à tous ceux qui espèrent ou redoutent une élection jouée d'avance. Nous disons, tout commence aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement le premier jour du combat qui doit nous mener vers la victoire. C'est le premier jour de la transformation que nous voulons pour le pays. Oui, c'est aujourd'hui que tout commence. Ce n'est pas, et je l'ai dit tout au long de cette campagne, le destin d'un homme. La gauche, c'est un souffle qui vient de loin, du cœur des luttes qui ont façonné nos êtres, à vous, à moi. En tant que Français, en tant que républicains, en tant que socialistes, écologistes, radicaux, femmes et hommes de gauche, je veux que cette élection soit remise à la hauteur des enjeux, à la hauteur de la France, à la hauteur de l'histoire. Il est temps aussi qu'elle soit remise, comme l'écrivait Blum, à l'échelle humaine. Ma détermination est totale parce que je sais pour qui je me bats. Nous avons, ces dernières semaines, affronté des vents contraires, et même une forte houle. Certains avaient d'ailleurs quitté le navire dès le premier effet. Et je vais vous faire une confidence. C'est peut-être un trait de caractère assez breton, mais moi, je sais garder la nuque raide. Je tiens bon dans
la tempête. Fluctuat nec mergitur, comme dirait Anne Hidalgo. L'exceptionnel maire de Paris, que je remercie de nous accueillir ici dans sa ville, et pour qui c'est un honneur pour moi qu'elle soit à mes côtés. J'ai le devoir de ne pas céder à la machine à désespérer, la machine à broyer la gauche. Je ne céderai rien face à ceux qui représentent le monde d'hier, les idées d'avant-hier, ces mêmes privilégiés qui sont là depuis la nuit des temps et qui risquent de nous entraîner dans une longue nuit pour la République. Je ne crois pas que la France soit une entreprise, ni que les Français rêvent d'en être les actionnaires. Je n'ambitionne pas de devenir le PDG du site France, mais bien de devenir le président de la République au service exclusif des Françaises et des Français. Ils sont candidats pour réaliser leur destin ou assurer leur avenir. Je serai président pour préparer notre futur et celui de nos enfants. Mais enfin, si cette élection nous enseigne bien quelque chose, c'est que n'est pas le général de Gaulle ou Michel Rocard qui veut. Alors oui, je préfère la clarté. Oui, je préfère la clarté, je préfère porter un projet clair, pour une majorité claire. Quand il faut être dans l'air du temps, je préfère que l'avenir de la France repose sur les éoliennes plutôt que sur des girouettes. Avec moi, la République parlera de cette voix bienveillante et ferme à la fois. À tous ceux qui ne respectent pas ces règles, la République dit et dira « Nous ne vous laisserons pas tranquilles ». La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen proclame la sûreté comme un des 4 droits fondamentaux et imprescriptibles de l'homme. Et il m'est douloureux de constater aujourd'hui que ce sont souvent les plus vulnérables qui sont aussi les moins bien protégés. C'est la raison pour laquelle je veux le retour de cette fameuse police de proximité anéantie par Nicolas Sarkozy. Je veux une justice qui ait non seulement les moyens de faire son travail, mais aussi ait le respect qui lui est dû dans la République. Je veux réhabiliter la règle commune de la République, que cesse le 2 poids 2 mesures, que ce ne soit plus selon que vous serez puissant ou misérable. C'est la raison pour laquelle je veux créer ce qui n'existe pas encore aujourd'hui, un droit de la victime dans le code pénal. Je veux renforcer les corps d'inspection qui permettront demain de faire respecter le droit du travail, règles sanitaires, vétérinaires, règles fiscales, et aussi le droit, grâce à une nouvelle administration, le droit pour tous ceux qui aujourd'hui se sentent discriminés dans l'accès au logement, discriminés dans l'accès à l'emploi, discriminés dans la rue. Il faut qu'ils puissent être protégés plus efficacement que le Je ne laisserai pas tranquille ceux qui croient que le racisme, l'antisémitisme, le sexisme, l'homophobie, que toutes les discriminations seraient acceptables. Avec moi, elles ne le seront jamais. Et la police, et je condamne les violences policières inacceptables quand elles se produisent comme la déplorable agression du jeune Théo. Exactement pour la même raison que je condamne totalement les violences contre les forces de l'ordre, parce que je veux que l'autorité de l'État soit dans les 2 cas respectée. Je demande à chacun de s'engager, à chacun d'être acteur de sa propre vie. C'est plus exigeant au fond que le mauvais accord de mécontentement permanent qui vous lie à la classe politique, mais c'est tellement plus exaltant. Citoyens, vous avez aujourd'hui au fond la classe politique que vous méritez, alors remplacez-la. Prenez le pouvoir. Prenez tout le pouvoir. Avec le 49.3 citoyens, avec plus de proportionnel, avec enfin la 6e République, chaque jour un peu plus nécessaire. Avec la promesse enfin tenue que je n'abandonnerai jamais, parce qu'elle est le symbole et sera le symbole de notre attachement à une République ouverte, du droit de vote des étrangers aux élections locales.
pouvoir n'est entre de bonnes mains que lorsqu'il change régulièrement de main. Je vous le dis, Omar, David, Jonathan, Sylvie, Kevin, Bilal, Rebecca, Johanna, Caroline, vous êtes la France, ne baissez pas la tête, vous êtes l'avenir de ce pays, espérez, espérez très fort, espérez très fort, et vous ferez espérer vos parents, vous ferez espérer vos grands-parents. Je vous le dis, il vous revient de dire le peuple que vous voulez être. Soyez un peuple fraternel, ouvert, respectueux, antiraciste. Et d'un mot, mais quelle clause Tartuffe que cette clause Molière, inventée par la droite, avant les élections pour empêcher que l'on parle une autre langue que la nôtre sur les chantiers. Mais comment aurait-on reconstruit la France sans les Polonais, sans les Portugais, sans les Italiens, sans les Espagnols, sans les Marocains, sans les Algériens, sans les Sénégalais? Comment? Tartuffe que vous êtes! Tartuffe! Tartuffe Wauquiez! Tartuffe Pécresse! Tartuffe François Fillon! Notre France, la France de toujours et celle de demain, n'est simplement pas la leur. Et nous ne l'aimons pas comme eux, dans la haine de l'autre et dans le ressentiment. Un message à la jeunesse. Elle s'adresse à quelqu'un en particulier, ou plutôt à quelqu'une. Je dis à la petite fille, à la jeune femme qui m'écoute, dans cette salle peut-être, ou sur un écran loin de nous. J'ai hâte que tu sois ici, à la place que j'occupe. Passionnant et j'espère qu'il va gagner. Vive la France! J'espère que Benoît Hamon sera élu, donc voilà, on verra bien. L'avenir nous le dira, franchement j'espère. Le meeting était super. J'ai trouvé ce discours très bien, je pense que c'est l'avenir, c'est la gauche dont les militants, le peuple de gauche et la France a besoin, et donc il était très enthousiasmant. C'est convaincant, on remarque vraiment que c'est un candidat qui se bat pour le peuple. Vraiment un discours de gauche comme on l'attendait. Vraiment il a fait que me convaincre. Je suis pas du tout une partisane, je sais pas pour qui je vais voter encore. Et là, je suis venue par curiosité. Je sais toujours pas, mais ça m'aide déjà dans ma réflexion. Mais moi j'ai trouvé super, il emporte la foule, il parle à la jeunesse, il parle au monde fraternel, c'est pas que des idéaux, c'est des choses à mettre en place et ça avance à la politique. C'est de faire avancer l'utopie mais qui peut devenir réalité. C'est un meeting exceptionnel, vraiment une bonne ambiance, un candidat clair, courageux, intransigeant, donc voilà, comblé. Benoît Hamon a montré en fait que il n'y a pas besoin de stigmatiser telle ou telle personne pour faire un faire-valoir et dire qu'on aime son pays. On peut aimer son pays en aimant tout le monde, en trouvant des solutions, essayant de trouver des solutions pour la majorité des gens. Et c'est ça qui m'a plu dans son discours. J'étais pas convaincue et je le suis parce qu'il a délivré un beau message d'espérance. Je vais certainement, je pense, voter gauche. Lequel exactement, j'ai pas totalement décidé. Mais je vais voter, ça va se jouer entre Hamon et Mélenchon. Vous voulez que je vous dise comment je l'ai trouvé? Franchement, au-delà de mes espoirs. Parce que je connaissais pas mal ce qu'il veut faire, mais je pensais vraiment pas
c'est un tribun là, c'est un, comment dire, il a pris de l'épaisseur quoi. Et moi en fait, je suis venu parce que il y a 3 choses qui m'intéressent quoi chez lui. C'est d'abord le fait qu'il veut faire tordre le cou à la pauvreté, faire une France écologique, mais ça peut-être qu'il n'y arrivera pas dans la totalité, mais il veut être au taquet. Et la 6ème République, rendre la main à la démocratie. Et ce mec-là, il incarne ça, c'est ça qu'il y a dans les films. J'ai l'impression que de toute façon, la France, elle ne votera pas pour un candidat d'extrême gauche comme Mélenchon, qu'on ne va pas révolutionner grand-chose, mais qu'au moins on a un candidat de gauche. Moi, je m'intéressais à l'histoire du revenu universel bien avant que ça parle dans la campagne. C'était juste ce que j'avais envie d'entendre. Donc moi, ça me convient parfaitement. Je pense que j'avais fait mon choix, mais là, il n'y a plus rien à hésiter. Je pense que ce sera lui et personne d'autre. J'étais en attente, mais là, véritablement, je suis convaincu et enthousiasmé. J'ai voté pour Benoît Hamon, voté Hamon, ben voilà. Place d'Enfer Rochereau et on va changer les publicités, on va améliorer les abribus. Oui, aujourd'hui nous sommes des agents de co, voilà. Et tout le monde nous regarde avec le sourire en train de travailler tranquillement. L'ensemble des actions anti-pub ou subversives sur la pub, l'idée c'est d'appeler le politique à réagir sur cet enjeu. La plupart du temps, les gens croient que c'est bon, petit enjeu culturel, la pub ça rentre par là, ça sort par l'autre oreille. Non, il y a un vrai enjeu de société de consommation, il y a une vraie intrusion dans nos vies privées. Et donc cet appel international de Subvertiser International, c'est pour appeler tous les groupes à réagir par des détournements dans la rue, par des ateliers, par une projection de films, par des articles, de toutes les manières qui soient. Et bon, ça fait 2 jours que ça a commencé et c'est déjà très dynamique. D'une manière générale, la pub, ça agace tout le monde. Mais quand il s'agit de dire alors qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on l'enlève? Là, il n'y a plus personne parce que personne n'y voit un enjeu sérieux. On retrouve dans la communauté des anti-pubs des gens qui veulent le remplacer par du rien et pour reposer l'esprit, et d'autres qui aimeraient justement mettre des messages subversifs, de l'art, c'est quelque chose de non lucratif. Bien sûr, il y a plein de possibilités pour remplacer la pub. C'est un texte un petit peu poétique pour passer un message. C'est un texte qui a été initié par les Subvertiser International et qu'on trouve sur leur site et qui a été manifestement repris, on va le voir, dans plein de villes du monde, dans toutes les langues. Et à chaque fois, le message est le même. Réapproprions-nous notre ville, réapproprions-nous notre espace public et passons les messages qui nous correspondent à nous. On n'a pas besoin de créer des besoins et la publicité elle crée des besoins. Pour être heureux il faut consommer et pour consommer il faut avoir des crédits. Et puis c'est aussi les messages souvent sexistes, les messages violents, les messages lamentables qu'il y a dans la pub, quoi. C'est les messages sexistes, mais il y a aussi les messages qui nous disent qu'il faut manger gras. Voilà, il faut avoir un corps de rêve et à la fois manger gras, salé, sucré. Et voilà, c'est toutes ces contradictions aussi qui sont un problème. Alors, je dis pas que si on supprimait la publicité, on résoudrait tous les problèmes, mais je dis que si on la supprime pas, il y a plein de problèmes qu'on pourra pas résoudre. Voilà, le problème de l'obésité, tant qu'on laissera de la publicité pour McDo dans la rue, on pourra pas résoudre le problème. C'est une réponse des citoyens de la base. Après, ils nous ont envoyé des messages, effectivement, on en a eu d'Angleterre, on en a eu d'Espagne, on en a eu de France, d'Allemagne, il y en a d'Australie, bon, des US. On a du monde manifestement en Argentine, en Iran, en Ouganda. Je crois qu'il y a plus de 60 artistes qui ont participé à travers le monde. C'est quand même une super opération de 600 détournements à Paris. Il y avait déjà des artistes dans plus de 20 pays. Et il me semble que cette fois-ci, on est près de 60 artistes. Donc il y a vraiment une belle coopération des artistes sur le coup. C'était un peu la première fois qu'on faisait ce type d'action dans le métro. On a voulu recolorer, réhumaniser une station entière. C'est-à-dire que d'un côté, on a
mis des rubans adhésifs. Tous les jours, je lave mon cerveau avec la pub. C'était très beau. Et de l'autre côté, nous avons remplacé les 4x3, nous avons recouvert les 4x3 par du papier coloré. Donc c'était toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et je peux vous dire que ça mettait un coup de jeune, enfin, ça améliorait l'aspect de la station. Alors, on a eu par contre quelques surprises, c'est qu'on a eu rapidement la sécurité de la RATP qui nous est tombée dessus. On n'a pas fini au poste, mais on a eu quelques PV à payer. Donc envoyez vos dons, nous les acceptons avec plaisir. En ce moment, c'est surtout des affichages sauvages musicaux, c'est l'Olympia par exemple. On est là pour dénoncer les annonceurs, les callers, les afficheurs, les sociétés de communication qui, elles, vendent ce service, en fait, qui vendent l'affichage sauvage pour des fois des grosses sociétés, comme par exemple Adidas dernièrement, mais il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, ils collent, ils font payer, ils prennent beaucoup d'argent, et il y en a certains qui gagnent des millions par an. Ils facturent aux clients un affichage interdit, illégal. Certaines sociétés comme Yves Saint Laurent dernièrement qui a fait un affichage, ça donne un côté cool, un côté un peu hors limite, alors qu'en réalité c'est juste de la pollution, c'est de la pollution visuelle, c'est de la pub imposée sur un nouveau support, ça peut être partout, ça peut être sur votre GoPro, ça peut être partout. Du coup nous on va montrer exemple, on va nous-mêmes les citoyens aller nettoyer ces affichages-là pour cette journée symboliquement et marquer le coup. Si vous faites un tag aujourd'hui sur un mur qui va être nettoyé le lendemain et que vous n'allez peut-être pas refaire immédiatement, vous faites un tag sur un mur, vous allez prendre 75 000 € d'amende, des travaux d'intérêt généraux, des peines de prison, enfin le maximum, ça pourrait être ça. Alors que là, au contraire, vous allez faire de l'affichage sauvage, vous allez gagner de l'argent, vous allez avoir de plus en plus de clients, ils seront contents de vous payer. Le prix qu'ils vous payent pour afficher, vous avez qu'à juste à intégrer le prix du nettoyage que peut-être on va vous demander, la mairie va peut-être vous demander un petit peu de nettoyage, donc vous l'intégrez dans votre prix pour l'affichage. Et voilà en fait, et c'est tout bénéfice. Donc on a par exemple des chaussures Camper et du Yves Saint Laurent. Ah oui. Et voilà. Là on a du Mango. Et oui, à chaque fois on en découvre des nouveaux. On découvre des petites marques qu'on ne connaissait pas. Adidas, on ne connaissait pas Paris. J'aime Paris. Ça n'existait pas avant, c'est apparu en 2014. Ça cause des dégâts mais monstrueux à des façades. Même, on a par exemple des façades de monuments protégés, classés, où ils osent mettre de la publicité dessus. Non, il y a un moment où je me suis dit ras-le-bol, il faut faire quelque chose contre. Le nettoyage, c'est la première action et puis après c'est la mairie de faire le reste. Aujourd'hui c'est la journée mondiale anti-publicitaire. Voilà, donc j'ai fait mon devoir. Ce que je vais commettre là devant ta caméra, c'est un acte pour moi, de légitime réponse pour la justice, d'état de nécessité et de liberté d'expression. Très agréable à commettre, c'est un côté jubilatoire, donc je ne le fais jamais, c'est un acte à la fois grave et jouissif. Oui, voilà.